pancarte m'avait frappée et arrêtée sur le trottoir. Une fraction de seconde avait suffi à me projeter plus de 20 ans en arrière et j'avais retrouvé intacts les émois de ce soir-là. Le théâtre de quartier que dirigeait ma mère, le froissement sourd du grand rideau de velours, mon souffle retenu dans le noir, et soudain, sous le faisceau lumineux, l'apparition de Thomas. Son visage clair, ses yeux sombres, ses mains crispées et douloureuses qui caressaient parfois le vide avec une telle tendresse que je les sentais effleurer mon cœur de jeune adolescente au milieu des spectateurs. Et sa voix douce et grave, dont les vibrations résonnaient au plus profond de moi. Assise au premier rang, je pouvais voir osciller sa pomme d'Adam, une petite bille qui semblait vivre en secret, soulignant par ses ondulations les accents de son chant, trahissant les instants où, dans un va-et-vient plus rapide, il avalait son émotion. Si mon regard s'éloignait, glissait le long de sa tunique noire, il revenait sans cesse se poser sur son pouls, attiré par la rondeur de cette pomme, caractéristique troublante des hommes dont j'ignorais encore tout. De coutume, à la fin de chaque dernière, tous les participants au spectacle se retrouvaient dans notre appartement au-dessus du théâtre. En général, mes parents offraient du cidre, les bénéfices ne permettant que très rarement d'offrir du champagne. Ce soir-là, retranché dans mon fauteuil, les genoux à hauteur du menton, je ne laissais rien perdre de ses gestes, de ses rires, de ses mots. Il se tenait debout, de l'autre côté de la table, caressant rêveusement le galbe d'un petit bol de cidre, de ses doigts fins et blancs. Ses mains avaient abandonné le lyrisme de la scène. Elle n'en était que plus intimidante tant elle paraissait proche, douce, chaude, terriblement accessible. Puis il s'était levé, et j'avais rivé mon regard sur les lattes du parquet, n'osant le suivre des yeux. Sur fond de conversations et congratulations diverses, j'avais entendu ses pas s'amplifier à la même cadence que les battements de mon cœur. J'avais levé la tête et il était là, devant moi. Il s'était assis sur le bras de mon fauteuil. Alors Mathilde, tu es bien silencieuse. Tu prépares un mauvais coup? Je sentis le sang me brûler les joues. Étais-je découverte? 100 fois les nuits qui suivirent, je ravalais les paroles bredouillantes et le sourire de bécasse beaucoup trop grand qui avait été ma réponse pour prendre un air détaché et rétorquer un mot spirituel qui l'aurait peut-être séduit. Mais sur le moment, j'avais été incapable d'humour. J'avais, au fond des oreilles et en écho au fond du ventre, le soyeux de sa voix d'homme avec, au comble du bonheur, mon prénom entre ses lèvres, aussi merveilleux qu'un mot d'amour. Aujourd'hui encore, je croyais l'entendre, avec cette façon d'accentuer le « ma », comme s'il s'agissait d'un possessif, le battement du « t » et la fin du mot en suspens, dans ce « e » muet, ouvert, comme en attente. Il y avait eu ce soir-là un autre de ces événements imperceptibles qui alimentèrent par la suite les plus douces de mes rêveries. Lorsqu'il fut décrété qu'il était l'heure d'aller me coucher, je dus poliment faire le tour de la pièce pour saluer l'un après l'autre les invités. L'humiliation me parut interminable. Chaque main tendue soulignait un peu plus mon statut de collégienne de 14 ans qui n'avait pas accès aux soirées d'adultes. Il fallut subir la main molle de l'attaché culturel, l'inerte de sa maîtresse, la moite du pianiste, l'étau de l'éclairagiste, avant de pouvoir enfin prendre la sienne. Ultime plaisir que je réservais stratégiquement pour la fin, puisque, naturellement, l'idée que les autres viennent souiller son empreinte dans ma peau me m'était insupportable. Or, ma main ouverte fut arrêtée dans son élan. Il m'avait saisi le menton et posé 2 baisers sur les joues. Mais pas de ces bises mécaniques qui claquent dans le vide, les yeux ailleurs, non. De vrais baisers, avec ses lèvres sur ma peau. Je m'étais ensuite retrouvée dans ma chambre sans savoir comment. Peut-être avais-je volé.
Je passais les semaines suivantes à esquisser son visage sur les pages de mes cahiers, à rechercher dans le mélange de mes tubes de gouache les couleurs changeantes de ses yeux, à griffonner des poèmes, à rédiger des lettres, à graver son prénom sur les murs, les arbres, les nuages. Thomas, 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 Thomas. D'autres fois, je revivais mes scènes préférées avec un regard que je voulais neutre et réaliste. Bon, il était venu sur mon fauteuil pour se donner une contenance. L'attaché culturel avec qui il s'entretenait lui ayant sournoisement faussé compagnie. Il m'avait appelée Mathilde, quoi de plus naturel, c'est mon prénom. Il m'avait glissé une phrase passe-partout, et plus tard il m'avait embrassée comme on le fait pour les enfants qui vont au lit. Toutefois, cette interprétation était trop opposée à mes désirs. Trop caricaturale pour être convaincante. Et aussi, il me suffisait de m'accrocher à un détail, un regard, une inflexion de voix, pour me laisser emporter par d'autres fièvres. J'en perdais le sommeil. Il fallait qu'il sache. Je projetais de lui adresser un colis avec pêle-mêle mes déclarations d'amour, ainsi que des cadeaux. Pour ses mains tricotées par mes soins, des gants de laine mauve et blanc, avec une écharpe assortie pour sa paume d'Adam. Cependant, et je l'ai par la suite cruellement regretté, je n'ai pas osé le lui envoyer. Je craignais de dévoiler avant tout mes faiblesses, la maladresse de mes réalisations, la naïveté de mes élans, l'immaturité ou peut-être la bêtise de mes écrits. Je le voyais trop bien ouvrant mon paquet, souriant avec indulgence à la vue de ces objets un à un déballés, ces pauvres présents qui lui crieraient beaucoup moins mon amour que ma trop grande jeunesse. Je n'avais pas imaginé qu'avoir la moitié de son âge pouvait aussi être une force. Et j'ignorais qu'il était moins abominable de perdre son rêve en risquant un aveu. En risquant un aveu que de se le voir arraché par des circonstances étrangères, implacablement. À peine un mois plus tard, ma mère m'avait appris sa mort dans un accident de voiture. Sous le choc, j'étais restée impassible, comme ces héros de western qui sont encore debout, le corps transpercé de balles. Puis elle avait tiré le coup de grâce à travers ces bavardages dont les gens enveloppent les cadavres. Du genre « Oh, comme c'est bizarre, dire qu'hier il était encore vivant et aujourd'hui… » La phrase qu'elle prononça fut la pire de ces marques anecdotiques d'étonnement devant la mort. Tiens, les derniers mots que je lui aurais entendu prononcer avaient été pour toi. Il m'avait dit, quand je suis allée lui régler son cachet, que j'avais une bien jolie fille et de te saluer pour lui. Lentement, je m'étais assise sur le divan, avec, douloureux, ce nœud qui me serrait la gorge, cette tumeur faite de tous les mots qu'il n'entendrait jamais, coincée à présent au fond de mon larynx, cette boule gonflée d'un désir prisonnier, fruit amer que je portais désormais comme le pendant invisible de sa pomme d'Adam palpitante de vie, et que dès lors, pour donner un nom à mes douleurs secrètes, je baptisais ma pomme d'Ève. C'était cette pomme d'Ève qui m'avait empêché par la suite d'avaler les sodas des fêtes d'adolescents et le suc des baisers débutants dans les jeux amoureux de mon âge. Puis, peu à peu, le temps l'avait érodé. Debout dans la rue, en quelques secondes, j'avais tout revécu. Touchée par le nom de cet hôtel qui m'appelait irrésistiblement. Son histoire, succinctement racontée par le patron, n'avait fait que m'attirer davantage. La pomme d'Ève. Drôle d'enseigne. Plutôt déplacée pour un hôtel si désuet. Et bien plus encore, pour une maison close.